Aujourd'hui, embarquez avec nous pour un voyage extraordinaire à travers l'épopée de Soundiata Keïta, le légendaire lion-roi du Mali. Préparez-vous à être transporté dans le temps à la rencontre de la quintessence du courage et de la sagesse. Imaginez l'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle, un carrefour de royaumes et de cultures florissants. Au milieu de ce foisonnement se dresse fièrement le Mali. C'est ici que Soundiata Keïta est destiné à naître, promis à un avenir extraordinaire. Soundiata Keïta, né prince dans le royaume du Manding, était prédestiné à devenir l'un des plus grands souverains de l'histoire de l'Afrique. Cependant, dès sa naissance, il fut confronté à un destin complexe. Handicapé dès la naissance, moqué et sous-estimé. Des signes mystérieux prédisaient sa grandeur future. Mais le destin lui réservait aussi un défi redoutable. Face à l'adversité, Soundiata, sous l'aile protectrice de sa mère Sogolon, développa une force de caractère remarquable. Il se leva, il se battit, il s'imposa, préparant le terrain pour devenir un guerrier et un leader visionnaire. La légende prédisait que Soundiata apporterait grandeur et gloire à son peuple. Cependant, lorsque son demi-frère, Dankaran Touman, prit le trône du Manding, Soundiata fut contraint de vivre dans l'exil. Mais la force de sa volonté ne faiblit jamais, et il se préparait à accomplir son destin. L'exil. En fait, le balafon qui est conservé dans cette case est considéré par tout le monde comme étant l'ancêtre de tous les balafons modernes. C'est la première création instrumentale de l'Afrique du Moyen-Âge et on attribue la création de cet instrument à Soumaoro Kanté qui l'aurait fabriqué en association avec des divinités de la musique. Il faut dire que la tradition crédite Soumaoro de plusieurs inventions. Mais de toutes ces inventions, certainement, c'est la construction du balafon qui l'a rendu extrêmement célèbre. Et il était très jaloux de ce balafon, il était seul à en jouer.
Thank you.
Pourquoi ce balafon a été conservé par Soundiata? Parce que c'était véritablement l'objet le plus précieux de ses conquêtes, c'était l'objet le plus aimé de celui qu'il a vaincu. Ce Sosobala a été confié à la famille d'Okala, la famille de Balafaseke, le griot de Soundiata. Et cette famille a conservé ce balafon jusqu'à nous. Je suis l'un des descendants directs de l'empereur du Mali, Soundiata Keïta. Je voudrais vous dire très simplement que la musique était d'abord un élément de cohésion au sein de l'Empire. La musique, pour le grand empereur que Soundiata était, si vous voulez, un stimulant. La musique l'exhortait au travail. La musique galvanisait ses forces au combat. La musique permettait, si vous voulez, de réunir le peuple. Vous savez, après la victoire de Kirina en 1235, quand Soundiata a remis le balafon à Balafaseke, celui-ci en joua pour la première fois pour tout le peuple de Mandingue. Puisque jusque-là, le balafon n'était joué que par et pour Soumaoro seul. C'est à partir donc de là que la libéralisation de tout ce qui avait été interdit par Soumaoro a été autorisée. Et c'est également à partir de là que Balafaseke a composé les différents airs qui galvanisaient les guerriers. Et à l'occasion de chaque assemblée, les guerriers faisaient des démonstrations de force sur le terrain. Et lorsque Balafaseke donc jouait de cet instrument, les stimulait, lorsqu'il partait au combat, c'était comme une flèche que vous lancez. Quand vous lancez la flèche, vous ne pouvez plus la rattraper. Qu'elle atteigne son objectif ou qu'elle n'atteigne pas son objectif, mais une fois qu'elle est partie, vous ne pouvez plus la rattraper. C'est comme une balle que vous lâchez dans un fusil. Il y a donc un département important de l'UNESCO qui veille sur le patrimoine mondial. Et cette année, nous avons eu le bonheur, la commission qui sélectionne les œuvres d'art pour entrer dans le patrimoine mondial, la commission a retenu le Sosobala, c'était le 18 mai 2001. C'est un événement extrêmement important quand on sait qu'il n'y a seulement que 16 pays qui ont pu bénéficier de ce privilège de voir une œuvre d'art, une œuvre immatérielle hissée au niveau du patrimoine mondial. Sosobala est un balafon, tout simplement. Mais le fait extraordinaire est que ce balafon date de 8 siècles. C'est vers 1235 que ce balafon a été pris par Soundiata Keïta pour devenir le patrimoine de l'empire du Mandingue. Auparavant, ce balafon appartenait à Soumaoro qui en a été l'inventeur. Donc tous les balafons actuels sont considérés comme des dérivés du Sosobala. Et c'est lui qui donne le la à tous les autres balafons traditionnels. Compte tenu des pouvoirs extraordinaires dont Soumaoro Kanté était doté, la tradition nous raconte qu'il utilisait le Sosobala comme un oracle. Il le consultait
pour prédire les événements heureux et malheureux de son royaume. Et quand Sundiata a récupéré le balafon au lendemain de la bataille de Kirina en 1235, il a conféré au balafon les mêmes fonctions. Et notre ancêtre éponyme, qui était le griot officiel de l'Empire du Mali, a été chargé de gérer ce balafon. Et de cette date jusqu'à aujourd'hui, le balafon est conservé par la lignée de Balafassé. Et donc, Sundiata Keita l'a récupéré comme trophée de guerre et il est également considéré comme le symbole de l'intégration de tous les peuples qui ont contribué à la victoire de Sundiata sur Soumaoro. Et donc, tous les peuples qui ont contribué à la création de l'Empire du Mali, qui était un État pluriethnique, un État fédéré pluriethnique. Il y a un arbre qu'on appelle chez nous Guénou. C'est uniquement ça qu'on peut faire le balafon. On le coupe et puis on le met dans le four. Après on le fait descendre, tailler, essayer de trouver les lames qui conviennent. C'est les petites calebasses là. C'est la caisse de résonance. Il faut bouillir ça aussi pendant 2 jours. Et puis tu le mets dans le soleil pendant 1-2 semaines. Mais Niagasola est connu depuis l'empire du Manding du 11e au 13e siècle, au temps des rois Soumaoro Kanté et Sundiata Keita. Aujourd'hui chef-lieu d'une sous-préfecture de Sigiring en République de Guinée, Niagasola, y compte-tenu ses hameaux, comprend 11 districts peuplés de plus de 15 000 habitants. À cheval entre la République du Mali et la Guinée, Niagasola, localité à vocation agro-pastorale, est située à près de 1000 km de Conakry et à moins de 200 km de Bamako, la capitale malienne. Ce village historique est le sanctuaire du Sosobala, le balafon sacré, un trophée de guerre de Sundiata Keita, le fondateur de l'Empire Manding ou Empire du Mali, vainqueur du roi de Soso Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina en 1235. La case ronde, sanctuaire du Sosobala. Le plafond fait en dalles de terre battue atténue l'humidité et la chaleur, protège le balafon contre les intempéries. Le Sosobala est constitué d'une structure de morceaux de bois durs liés entre eux par de fines lanières de cuir sur laquelle structure reposent 20 lames de taille décroissante. Chaque lame est dotée d'un résonateur, des petites gourdes de calebasse, également de taille décroissante. Le Sosobala a une longueur de 1,50 m, une hauteur de 0,32 m environ. Ce balafon, jusque dans les années 1970, a été tour à tour conservé en territoire malien et guinéen, centre de l'ancienne sphère géopolitique de l'Empire du Mali. Le balafon est placé sous l'autorité des Keita, descendants de l'ancêtre roi conquérant du Sosobala, Sundiata Keita. L'exposition du balafon sacré est aussi l'objet d'une fête populaire. Mon frère, qui a géré ce balafon avant moi, disait qu'il avait peur de ce balafon, parce qu'il comporte des rituels si importants qu'il n'est pas toléré de déformer l'histoire, sous peine de mort. C'est pourquoi j'ai peur à l'aube de cette cérémonie. On me demande de... Vous êtes même comme eux maintenant. Vous êtes comme eux. La confrérie des chasseurs. Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle.
Membre de la confrérie des chasseurs Après l'intronisation en 1999 du Balatigui, le conservateur actuel du balafon, El Hadj Filani Sékou Kouyaté, les héritiers sont invités à Paris avec le balafon sacré pour prendre part aux festivités du 90e anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, le poète, homme d'État sénégalais. Le Sosobala a été pour la première fois joué en Europe. Chercheurs, historiens, hommes de science, la presse font découvrir et connaître le balafon sacré. Le 18 mai 2001, l'UNESCO présélectionne le Sosobala comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. La bonne nouvelle gagne le pays et les habitants de Niagasola. La représentante de l'UNESCO en Guinée en visite dans la région est élevée par le chef du village au rang de première fille des filles de Niagasola. L'association des griots ou Tomba, les héritiers de Bala Faseke, l'ancêtre des Kouyaté. La confrérie des chasseurs procède à une démonstration de sciences occultes de chasse. Les guérisseurs détenteurs de la médecine traditionnelle et des secrets des plantes et des animaux exhibent quelques faits énigmatiques. Dira son nom. La poudre est vidée sur un chiffon pour ne pas confondre cette poudre-là à la tête. Et ils mettent de la poussière à la place de cette poudre-là. Et c'est ce qui va arriver, vous le saurez. C'est-à-dire que dans les... Il est reconnu que l'eau ne peut alimenter le fusil. Mais le manding voudra bien prouver le contraire. Ça, c'est du ressort des hommes. C'est de l'eau naturelle qu'il est en train de mettre dans le canon.
Le balafon a couru des risques sérieux parce que de 1236 quand même à nos jours, ça fait, comme on l'a compté aujourd'hui, 795 ans. Et pendant cette période, c'est la famille qui a toujours gardé le balafon. Ce dont on peut vous assurer, c'est que la famille n'est pas restée stationnaire dans le même village. Il y a eu donc des pérégrinations, il y a eu des changements, des migrations d'une zone à une autre. Et dans tout cela, c'est le balafon qui était transporté sur tête d'homme, comme le patriarche a eu à vous l'expliquer tout à l'heure. Le risque le plus sérieux dont je me rappelle et qui m'a été rapporté par les anciens, date du XVIIIe siècle. Enfin, fin du XVIIIe siècle. Ce risque a été encouru, effectivement, ici à Niagasola, par le Sosobala, pendant qu'il était détenu par un de nos ancêtres du nom de Salungbe Karfa Kouyaté. Salungbe Karfa Kouyaté était détenteur du balafon, mais il avait un frère, un jeune frère, qu'il aimait bien. Ils avaient des rapports privilégiés de camaraderie. Et il lui arrivait souvent de quitter Balankomana, sa résidence, pour venir trouver son frère Nababandjou Kouyaté, qui résidait à l'époque à Djelekourou, n'est-ce pas, dans la sous-préfecture actuelle de Niagasola. Arrivé là-bas, le roi de cette époque, ce dont je parle là, c'était avant la colonisation, le roi de cette époque, n'est-ce pas, a non seulement enlevé le balafon, mais il a enlevé la jeune femme de Salungbe Karfa. Ça, cet épisode nous a été rapporté par la tradition. Alors, Salungbe Karfa retourne jusqu'à Djelekourou et vient voir son frère. Ah, je suis allé à Sétigia, le balafon m'a été enlevé. Donc, quand celui-ci a été informé de cette situation survenue à Sétigia, il a tout de suite dépêché une expédition. Allez voir le roi de Sétigia, dites-lui de me rendre le balafon et la jeune femme de mon griot. Sans autre commentaire. Et les gens, sachant la valeur des Keita de Niagasola, sachant leur bravoure, sachant tout ce qu'ils pouvaient représenter, quand la délégation est arrivée à Sétigia, il n'y a pas eu de problème. On leur a rendu le balafon, on leur a rendu la jeune femme et ils sont venus à Djelekourou. L'exposition du Sosobala a lieu lors des funérailles d'un chef, un dignitaire ou autre événement important. Il est aussi joué lors de la prise de service du nouveau doyen conservateur désigné après le décès de son prédécesseur. Moi, je ne peux pas vous dire ce que mes aïeux n'ont pas dit avant moi. La sagesse étant bien que l'on ne conserve pas pour soi seul. Les anciens l'ont confié à ceux qui peuvent en profiter. Le vent l'emportera de par le monde. À vous, arrivés de Conakry, à vous tous venus de loin, écoutez ce soir la parole du Sosobala. Cette grande famille, dépositaire de l'histoire, qui constitue la bibliothèque de l'Afrique en général, de l'Empire Mandingue en particulier, la famille Dokala. Il y a des bouches plus autorisées ici qui vous feront la généalogie de cette grande famille. Mais la famille s'étend au Mali, la famille Dokala, de Niagasola, Kita, Kinyeroba, Kumakara, etc. C'est grâce à cette bibliothèque et ces mémoires vivantes de notre tradition millénaire que nous avons encore
une connaissance approfondie de l'histoire de l'Empire du Mali. Si nous, aujourd'hui, intellectuels, nous parlons au haut des tribunes, on parle de la charte de Kouroukanfouga, c'est grâce à Dokala. Si nous voulons aujourd'hui faire quoi que ce soit, la première référence, c'est les Kouyaté. Parce qu'on dit Koudjelima Kouyaté Bo. Djelima Kouyaté Bo, je ne suis pas plus noble qu'un Kouyaté. Car Kamandian, tout ce qu'il a fait, s'il a eu une fougue guerrière, c'est grâce à Dokala. Si aujourd'hui on parle de Kamandian, on parle de Tabon Afran Kamara, on parle de Sundiata Keita, il a fallu le sacrifice de la famille des Kouyaté et particulièrement de leur ancêtre Bala Fasege Kouyaté. D'où on dit Djeli Horo. Djeli Horo, ça veut dire le griot noble. C'est pourquoi ils ont un hymne spécial qu'on appelle Samagera. Samagera, l'éléphant blanc. Il a joué cette fois-ci. Vous entendrez l'air de Samagera. Ça fait partie du répertoire de Soso qui est mort. Donc, il n'y a pas, tous les autres sont venus par après. Après la division de travail, vous retrouverez dans la famille des griots aujourd'hui, des camarades griots, ça c'est normal, les finales. Dans la famille Kourouma, vous trouverez des griots, dans toutes les familles, ça c'est à l'issue d'une division de travail. Mais les griots, essentiellement considérés comme détenteurs et de la musique et de la parole, c'est eux. Et c'est pourquoi les temples oratoires, quand vous les citez, vous commencerez. C'est tenu par Dokala. Dokala est présent au temple oratoire de Kita, au temple oratoire de Nagasola. Partout, on demande la permission à Dokala de prendre la parole en public. C'est eux qui autorisent. Mais le plan culturel est resté certainement le domaine où nous avons résisté le plus longtemps à cette domination étrangère. Et le Sosobala est le meilleur symbole de cette résistance de l'Afrique à la pénétration coloniale. En fait, durant toute la présence coloniale en Guinée, les Français n'ont jamais vu le Sosobala. Parce que la famille Dokala, comme le clan Keita, considérait que ce serait une profanation de donner le balafon à des étrangers qui sont venus pour les conquérir. Donc c'était le dernier refuge de la personnalité africaine qui était cristallisée dans ce balafon. Et il y a eu plusieurs menaces qui ont pesé sur le balafon. Il y a eu des menaces dues au temps, au climat, aux intempéries. Et il y a eu des menaces d'autres natures, mais grâce à la vigilance de la famille, à la vigilance du clan Keita de Nyagasola, le balafon a toujours survécu à toutes les tentatives, à toutes les velléités d'enlèvement. Ça me touche énormément parce que je ne pense pas qu'on ait mesuré une seconde la portée de l'acte qu'on posait. Pour nous, de nouveau, c'était la reconnaissance d'un espace culturel réel. Parce qu'on oublie, même en Guinée, je me suis rendu compte que les gens pardon, c'est l'émotion, ne savaient pas quelle importance réelle avait le Sosobala. Et donc l'importance de Nyagasola. On parle beaucoup de culture de paix en ce moment, on parle de paix, tous les enfants qui applaudissaient vivent la paix. Mais personne n'a pensé par exemple qu'on pourrait utiliser le Sosobala qui est partagé par 9 ou 11 pays de la sous-région comme héritage culturel commun pour essayer de faire justement la culture de la paix. Qu'est-ce qui est extraordinaire dans la conservation de ce balafon? Regardez autour de vous, à Nyagasola ici, vous ne voyez que des paillotes, des cases en paille, des cases en banco. Extraordinaire. En dépit des incendies, en dépit des guerres, en dépit de toutes les destructions que la région a pu connaître, ce balafon a traversé les âges pour parvenir à nous. Quelle technique, quel art.
ces gardiens, ces conservateurs ont pu utiliser pour que ce balafon parvienne jusqu'à nous. C'est là l'un des secrets de l'Afrique, c'est là l'une des réussites de la civilisation africaine, cet objet immatériel qui a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Et la conservation de ce soba-là témoigne de la validité, de la solidité de la culture africaine. Le balafon sacré a été une fois encore joué. Niagasola, village historique, village sanctuaire du Sosobala, a été aussi, de par sa ceinture montagneuse, un village stratégique dans la conquête coloniale de la Guinée. Les historiens sont unanimes à reconnaître que la pénétration coloniale en Guinée se fit sur deux fronts. Le front atlantique à travers l'océan qui aboutit à la même mise des Français sur Boké, Bofa, Dubreka, Fourikaria et à l'installation de la capitale à Conakry en 1890. À l'intérieur, sur le front continental, le Niger, fleuve légendaire qui n'a cessé de hanter les esprits en Europe, était la grande convoitise des troupes coloniales. Les Européens étaient obsédés par le fleuve Niger. Comment atteindre le fleuve Niger? C'était l'objet des rêves des Européens. Donc, la colonisation française a poussé une pointe jusqu'à Bamako. Ils occupent Bamako et là, c'est le contact avec les troupes de l'Almami Samori. À partir de ce moment-là, une force s'opposait à l'avance française et les Français donc ont mis tout le paquet, pour ainsi dire, pour occuper le haut Niger. Juste après la construction d'un fort à Bamako, Mali, en 1883, les batailles des plus meurtrières de la conquête du Manding eurent lieu ici, autour de Niagasola. L'Almami Samori a mis en échec au moins une dizaine d'officiers et de capitaines. Je citerai parmi eux Bornis de Borde, Achinar, Gallieni, Boilève, Combe, Frey, Pietri, Monsécu et le capitaine Marchand, etc. Tous ces capitaines ont été défaits et l'Almami a pu le repousser pendant 5 ou 6 ans. Mais finalement, par la force des canons, l'Almami Samori a dû reculer et les Français ont pu construire le fort de Niagasola. Le fort de Niagasola se levait sur une colline rocheuse à environ 1500 mètres du village. L'enceinte comporte une seule entrée large de 2,83 mètres, encadrée de 2 colonnes épaisses de 40 cm et hautes de 2,50 mètres chacune. Le mur d'enceinte est pourvu de créneaux destinés à l'utilisation de l'artillerie lourde. Un puits profond où se désaltéraient les colons combattants. Le fort Gallieni, dont les travaux commencèrent le 10 février 1885, devait assurer la prééminence française sur le fleuve Bakoy. La France convoitait ouvertement les régions aurifères du Bouré et du Niger. Les Français construisirent ce fort de Niagasola qui devint tête de pont pour gagner le Haut-Niger entre 1884 et 1890.
Le fort de Niagasola et le fort de Bamako étaient les forts les plus importants pour la conquête du Haut-Niger. C'est à partir de Niagasola donc que la poussée va continuer vers Sigiring, l'occupation de Sigiring 2 ans après, en 1887. Occupation de Kankan, 1890, et ainsi la colonisation a pu pénétrer progressivement. Et en quelque sorte, c'est Niagasola qui a été la tête de pont de la pénétration par le continent. Et de Niagasola, l'avance a été faite, toute la Haute-Guinée a été occupée, et de là, la jonction avec le Fouta pour joindre ensuite la côte, et ainsi la colonie de la Guinée française a été délimitée. De nombreux et célèbres champs de bataille comme Woyowayanko, Kokoro, Nafadji, Djeliba s'inscrivent dans le triangle Bamako-Niagasola-Kankan. Les Français à Niagasola se sont heurtés aux troupes de Norman Samori. La bataille la plus sanglante a eu lieu à la fameuse rivière que nous avons traversée ici, Kokoro. La bataille a duré 3 jours. Finalement, Samori a dû se replier face à la force des canons. Les troupes françaises, pour l'essentiel, étaient composées de tirailleurs sénégalais, parmi lesquels se distinguèrent les officiers comme Racine Si, Madimba Si, lieutenant Alkamisa et tant d'autres. Ce sont les canons qui ont pu faire reculer l'Allemagne Samori. La supériorité technique militaire européenne en a imposé à l'Afrique, mais ce n'est pas la bravoure qui a fait défaut. Quand le commandement colonial de la zone militaire passa à Sigiring au début du XXe siècle, le fort de Niagasola, abandonné, tomba en ruine. Les cimetières des Blancs et des Africains témoignent de l'impressionnante histoire que la localité a connue à la fin du XIXe siècle. Ce fort de Galieni, à côté les cimetières des tirailleurs africains et des soldats blancs, à un peu plus d'1 kilomètre de Niagasola, fait partie des patrimoines matériels, un lieu de pèlerinage, de tourisme, à faire découvrir sans doute des recettes touristiques pour la Guinée. Il faut absolument en évaluer la portée, venir avec les spécialistes, et nous avons la chance d'avoir, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, donc des possibilités que la République de Guinée soit aidée à remettre en état, n'est-ce pas, ce fort de Galieni. Donc, ce qui va être urgent à faire, c'est celle de dépêcher sur les lieux une mission qui va faire l'exploration de ce qu'il y a à faire. Depuis des siècles, le Sosobala a véhiculé ce qu'on appelle la tradition orale. Mais le Sosobala en soi-même, ça enregistre tous les faits marquants de son époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'agissant de l'islam, l'islam est venu trouver que le Mandé avait déjà une assise, une logique. Donc, on n'avait pas besoin de l'islam pour être civilisé. Les Blancs aussi sont venus trouver que cette assise était déjà là. Donc, on n'avait pas besoin aussi de l'arrivée des Blancs pour être civilisé. La civilisation, on l'avait déjà en fait. Et le Sosobala qui est là dans la famille d'Okala est le témoin vivant. Rappelons que pour perpétuer cette tradition ancestrale multiséculaire, un festival des balafons de la sous-région du Bantoustan, voire des Caraïbes, est prévu toujours ici, à Niagasola. Mesoma de